Et cette question, Vladimir Poutine peut-il rester sourd à ce sommet pour la paix et cette proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours lundi? Nous le saurons peut-être ce soir, puisque Vladimir Poutine doit s'adresser en fin de journée aux médias. Mais le Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, s'est exprimé. Le Kremlin qui dénonce l'attitude de confrontation des Européens envers la Russie. Nous entendons des déclarations contradictoires de la part de l'Europe. Elles sont généralement axées sur la confrontation plutôt que des tentatives visant à ressusciter nos relations d'une manière ou d'une autre. Thomas Ernaud, pas vraiment surprenant la réaction du porte-parole du Kremlin. Le narratif établi depuis de longues années, l'Europe, l'Occident, la confrontation, la recherche de la guerre. C'était assez prévisible. Ce qui sera intéressant, c'est de voir comment Vladimir Poutine, qui ressemble plutôt au prince de Machiavel, rusé, stratège, sang-froid, et qui s'est joué de l'autodérision, va dire ce soir. Les mots vont être assez intéressants, importants. Et puis, c'est lui qui détient, le pouvoir réel en Russie. Donc, ce sont ces termes qui vont vraiment parler. Après, sur la déclaration de Peskov, c'est un porte-parole. Il faut rétablir rapidement le récit qui a été raconté encore hier. La confrontation avec l'Europe et les risques avec l'OTAN. Alors, Volodymyr Zelensky, lui, donc il s'est exprimé lors de cette conférence de presse avec les leaders européens, ce que vous voyez à l'image, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk et donc Volodymyr Zelensky. Et il a évoqué les nouvelles sanctions possibles si Vladimir Poutine n'acceptait pas ce cessez-le-feu. Si la Russie refuse ce cessez-le-feu sans condition, il y aura par conséquent des sanctions sur les systèmes bancaires et qui peseront sur l'économie. De nouvelles sanctions pour la Russie. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui comme nouvelles sanctions ? Très honnêtement, je ne vois pas trop. Qu'il y ait des sanctions économiques renforcées, peut-être, mais comme je le dis régulièrement, 16 trains de sanctions du niveau de l'Europe, avec une 17e annoncée depuis la semaine dernière, réévoquée ce matin. Les Américains qui peuvent aussi ajouter quelque chose. Voilà, donc aujourd'hui, quelles sanctions ? Je pense que la Russie s'est habituée à vivre sous les sanctions de toute façon. Ça n'a pas vraiment tempéré, je dirais, son économie de guerre, quoi qu'on puisse en dire, c'est une réalité. Alors maintenant, moi je verrais plutôt, pas des sanctions, parce que moi les sanctions c'est encore un moyen de ne pas forcément agir. Et au niveau des Européens, la meilleure des réponses serait peut-être, mais ça n'a pas été évoqué, un renforcement des forces armées aux frontières de l'Ukraine. C'est-à-dire quelque chose de très visible, très militaire, très engageant, et non pas simplement des sanctions qu'en fait personne ne voit vraiment. Donc ça, voilà, c'est maintenant du côté américain, et on revient toujours à cette attente de ce soir. C'est peut-être les Américains et Donald Trump, s'il évoque une sanction très pas forcément une sanction économique, mais le renforcement des livraisons d'armes à l'Ukraine, peut-être d'autres propositions, des choses très concrètes, là peut-être ça aura du sens. Mais là, à cette heure-ci, je ne crois pas que c'est les Européens qui peuvent faire plier Vladimir Poutine. Surtout ce que je disais à mon camarade voisin il y a quelques moments, c'est que nous avons quand même une expression publique de ces dirigeants qui est un ultimatum. Oui. Quand on pose un ultimatum à quelqu'un d'en face, à son adversaire, c'est qu'on est en position de force. La question que je poserais, où est la force de cet ensemble ? Bélir Nabil, excusez-moi. En fait, ce n'est pas dans ce registre, celui de la puissance précisément, que les Européens peuvent se faire remarquer, ou en tout cas s'imposer dans la guerre actuelle. C'est plutôt dans le schéma où l'Europe, les Européens représentent une force de proposition. Et c'est en cela que la journée d'aujourd'hui est intéressante et importante. Il y a une capacité à imaginer des plans relativement bien ficelés, avec des détails quant au dispositif en vue d'un cessez-le-feu et même en vue de l'après-guerre. Et c'est en cela que les Européens sont relativement intéressants depuis en fait le début de cette guerre. C'est en tant que force de proposition. En revanche, en tant que force de coercition, bien, on en revient à la réalité de l'état de la puissance ou des puissances européennes, à savoir d'abord qu'il s'agit de puissances moyennes, que seules, c'est-à-dire sans l'appui des États-Unis, nous n'avons pas la capacité d'imposer notre volonté ou notre vision des choses à la Russie, et qu'enfin, les sanctions
où le registre des sanctions a déjà été actionné depuis le début de cette guerre, avec des effets pour le moins limités, et qu'en conséquence, encore une fois, je ne pense pas que c'est dans ce registre-là qu'on pourra imposer nos vues. Effectivement, on n'a jamais vu finalement Moscou flancher après des sanctions, qu'elles soient financières ou énergétiques. Néanmoins, on a vu que Moscou était très attaché à être réintégré au système SWIFT. Et c'était d'ailleurs l'objet des négociations menées par les Américains lorsqu'ils sont venus à Paris il y a quelques semaines. Les échanges de paiement ? Oui, parce que c'est très bloquant. Quand vous n'avez pas accès à ce système de règlement des échanges internationaux, ça vous bloque dans les échanges que vous pouvez faire. Donc, est-ce que les sanctions étaient utiles ? Oui. Est-ce qu'elles ont eu l'utilité que l'on espérait qu'elles auraient ? Non, parce que la Russie a réussi à les contourner. Mais si elles ne leur étaient pas néfastes, ils ne pèseraient pas de tout leur poids pour demander notamment la réintégration au système SWIFT. Et à un moment donné, Vladimir Poutine a pu penser que Donald Trump allait mettre tout son poids dans la balance pour que la Russie soit réintégrée. Peut-être que finalement, ce n'est pas l'aggravation des sanctions qui est aujourd'hui la menace, mais c'est le maintien des sanctions actuelles, y compris celles qui sont particulièrement défavorables à la Russie. Thomas Ernaud, je voudrais que vous commentiez ces images en direct de ces 5 dirigeants côte à côte à Kiev. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent ? Il fallait le faire. C'est-à-dire qu'il y a eu la sortie du 9 mai et depuis 2 jours, il y a eu, français, l'accord mutuel à Nancy avec la Pologne. Et puis ce symbole qui est plus que diplomatique, si on en croit les déclarations qui ont été faites par le chancelier allemand, une déclaration faite pleine d'émotion, et par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique. Les symboles sont importants. Après, c'est pareil, il y a les déclarations, les actes. Il va falloir avoir plus d'informations sur les actes. Sur les sanctions, Karl Starmer avait évoqué éventuellement des sanctions au niveau de la flotte fantôme. Vous savez, c'est cette flotte de 600 à 700 navires qui permet aux Russes d'outrepasser les sanctions et d'alimenter les différents pays du monde en pétrole. Donc, est-ce que sur ce point-là, il va y avoir quelque chose ? Je réfléchis un petit peu. Il y a les avoirs qui ont été plusieurs fois évoqués. Il y a le gaz. Ursula von der Leyen était sortie sur le gaz, sur le fait qu'aucun pays européen ne devrait peut-être importer de gaz à l'horizon 2027. Les problématiques autour de l'uranium. Il y a aussi l'influence russe en Afrique. On l'avait vu lorsqu'il y avait les forces françaises au Sahel. Il y a Wagner qui est présent. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites de ce côté-là ? Souvent, on regarde la Russie en tant que Russie, cet état géographique, mais il y a ces réseaux d'influence un petit peu partout et les sanctions peuvent être faites sur ce genre de choses. Voilà, ça va être le cours du pétrole a une énorme influence. Qui est en train de diminuer et qui influe sur l'économie russe. Mais le problème de l'économie russe, c'est que comme les États-Unis, ils ont fait un pivot stratégique du côté de la Chine. Et aujourd'hui, que ce soit sur le spatial, que ce soit sur la défense, que ce soit sur l'automobile, que ce soit sur le domaine agricole, que ce soit sur le gaz ou le pétrole, la Chine permet d'avoir un levier pour la Russie, ce qui fait que l'économie russe n'est pas tant en difficulté. Et j'ajouterai un point, il a été assez symbolique hier lors du défilé du 9 mai. L'économie russe est réellement en économie de guerre et la présence du ministre de la Défense, Belousov, sur la voiture qui a défilé était un symbole à la fois de planification mais aussi d'économie de défense qui dure et qui va durer. Bélir Nabli, sur ces poignées de main, ces accolades, il fallait le faire comme dit Thomas Ernaud. Oui, mais ce n'est pas des images qui suffiront à inverser le rapport de force. La réalité, et comme les faits sont têtus, et les Ukrainiens sont confrontés. Oui, c'est un message important, mais qui renvoie de mon point de vue, ces images-là renvoient de mon point de vue à l'image d'une Europe qui est face à son destin historique, qui est confronté à cette question de l'autonomie des Européens face à ce destin, c'est-à-dire à la capacité de faire face à une menace sécuritaire. Et c'est en cela qu'on arrive à la limite de ces images, parce qu'on a affaire à des Européens qui sont entre eux, mais dont le destin, au jour d'aujourd'hui en tous les cas, ne dépend pas précisément que de ces Européens. Nous restons dépendants des États-Unis, du point de vue de la sécurité européenne, et nous dépendons du point de vue également de notre capacité à proposer un cessez-le-feu autour d'un plan politique et diplomatique. Nous restons dépendants de la volonté russe. Thomas Ernaud, vous vouliez rajouter quelque chose ? La force, c'est l'image, l'unité. Les limites, c'est l'absence réellement d'annonce. Qu'est-ce qu'on attend réellement pour peser ? Le général le disait, la diplomatie sans épée, c'est de la rêverie. Donc il faut de l'outil militaire, il faut un pilier européen au sein de l'Alliance Atlantique, il faut de l'augmentation des budgets dans les politiques de défense, il faut des politiques patriotiques. Lorsqu'on se prépare à la guerre, lorsqu'on se prépare au scénario du pire, il faut impliquer les populations.
on a beaucoup mis en avant la notion morale en Ukraine. Ce qui fait que l'Ukraine a été un peu la Prusse du XVIIIe siècle, c'est que le pays était prêt à la guerre lorsque la guerre a été déclarée en 2022, parce qu'elle s'y est préparée depuis 2014. Aujourd'hui, les Européens ont enchaîné beaucoup de sommets, ont enchaîné beaucoup d'annonces, coalition artillerie, coalition solaire, coalition autour des drones, autour des F-16. Il y a eu des actes, on ne peut pas négliger ces actes. Mais il faut encore aller plus loin, et je pense que la réflexion autour d'un pilier européen de la défense dans l'Alliance Atlantique, une remilitarisation des pays et une livraison massive à la hauteur de nos moyens, chaque État fait selon ses moyens, seront de vrais symboles, plus que l'enchaînement de sommets ou de déclarations. Tatiana Pécastan, quelque chose qui marque aussi ces images, c'est Volodymyr Zelensky au cœur, au milieu de ces hommes. On a l'impression que depuis fin février, finalement, il a changé la donne. Il a peut-être tourné les échanges diplomatiques à son avantage. Lui qui, fin février, on s'en rappelle, dans la Maison-Blanche, a été malmené par Donald Trump. Aujourd'hui, on a l'impression que la situation elle est revenue à son avantage. Elle était déjà à son avantage, en tout cas auprès de sa population, dès sa sortie du bureau ovale. Parce que sa cote de popularité a augmenté drastiquement en Ukraine le jour même, et tout le monde l'a trouvé courageux. Il n'a pas cédé. Face à un tyran, il n'a pas cédé. Après, le symbole, il est massif. Il y a certains de vos confrères qui, ce matin, interviewaient la population, parce qu'il faut voir que pour faire venir 4 chefs d'État européens à Kiev, il y a des conditions de sécurité incroyables dans la ville, et donc la population n'était pas au courant. Il y a vraiment des quartiers qui ont été sous cloche, et certains habitants ont appris la venue d'Emmanuel Macron, de Keir Starmer, du chancelier allemand, par vos confrères. Et ils étaient vraiment dithyrambiques. Je voudrais rappeler, j'ai de la chance d'avoir de la famille en Ukraine, en Russie aussi, et je considère ça comme une chance également. Mais certains membres de ma famille se sont réfugiés en France. Lorsque Volodymyr Zelensky a été reçu à la Maison-Blanche par Joe Biden, ils m'ont demandé de pouvoir conserver des exemplaires du Monde sur lesquels on voyait les photos. Donc c'est un symbole, c'est vrai. C'est un symbole qui est important pour la diplomatie européenne. C'est un symbole qui est très important pour la population ukrainienne. Et je voudrais rajouter une chose. S'il y a un cessez-le-feu, même partiel, ça sera quand même quelque chose de bien pour la population civile aujourd'hui. Et depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les attaques de drones contre l'Ukraine se sont intensifiées. Les populations civiles ne dorment plus, mais réellement, ils sont fatigués puisque c'est des attaques incessantes la nuit. Donc beaucoup décident de ne plus aller aux abris, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils se massent dans les couloirs de leur appartement, dans des endroits où il n'y a pas de fenêtre, parce que c'est là qu'on est le plus à l'abri, pas complètement à l'abri. Et donc, en fonction de la place, ils laissent dormir les enfants, souvent en disant on va laisser les enfants s'allonger. Et nous, on s'assoit et on attend et on reste vigilant, parce que si on entend que ça s'intensifie près de chez nous, on prendra le risque de courir aux abris. Donc, s'il y a un cessez-le-feu, ça permettra à la population civile de se reposer un petit peu. Après, vous y croyez vraiment ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a une nuit, je veux dire, là, il y a eu une nuit, visiblement, que ça a été respecté. Moi, un peu égoïstement, j'ai pensé à ma famille et je me suis dit, au moins, la nuit dernière, ils ont eu un sommeil un peu réparateur. Je ne crois pas qu'un cessez-le-feu de 30 jours, si d'aventure Vladimir Poutine faisait mine de l'accepter, perdure à l'horizon des 30 jours. Ce qu'on y croit, c'est qu'on n'a pas tiré les conséquences de la Géorgie, de la guerre de Crimée, et puis des accords de Minsk. Non, je le dis pour les auditeurs et les gens qui nous regardent, c'est le scénario le plus idéal, mais c'est le scénario qui n'arrivera absolument pas. Même une nuit avec moins d'attaques, c'est un répit pour la population civile. Et il faut bien voir que Poutine, comme ses prédécesseurs en Union soviétique, règne par le régime de la terreur et s'en est vraiment pris massivement, évidemment aux soldats, mais également à la population civile. Non, le vrai problème, et on l'a toujours dit, et c'est ce que voulait Volodymyr Zelensky, c'est pour ça qu'il a quitté le bureau ovale, il avait dit « je ne signerai pas d'accord sans garantie de sécurité ». Trump n'était pas prêt à lui accorder. Et là où il est quand même vraiment fort et intelligent, il sait s'adapter. Il sait réinventer sa stratégie. Et il a dû se dire, je n'obtiendrai pas ces garanties de sécurité. Il a quand même assez tôt dans la discussion dit, je sais très bien que notre intégration dans l'OTAN ne sera pas possible à court terme, alors que c'était aussi une de ses volontés. Et finalement, il a essayé de mettre en place cet accord sur les minerais. La version qui a été signée est quand même moins défavorable. Absolument. Donc il a eu raison. Et c'est vraiment quelqu'un qui ressort à chaque fois par le haut, dans l'ensemble des postures qu'il prend, il fait preuve de courage, il sait dire non,
Et là, j'ai encore aimé son habileté. Il a à nouveau remercié le président Trump lors de son allocution. Tout le monde l'a fait. Mais il veut vraiment montrer que les États-Unis sont de son côté. Donc pour moi, c'est vraiment un succès de Zelensky d'avoir réussi à maintenir autour de lui cette coalition d'alliés. Et je le redis, c'est un symbole qui est particulièrement important pour la population civile. Et je suis persuadée que pour les personnes qui sont sur le front, c'est également important. Général Chauvency, vous voulez intervenir, non, Général Chauvency, comment interpréter le fait que finalement Vladimir Poutine s'exprime ce soir ? On ne s'y attendait pas forcément, il va s'exprimer devant les médias. À quoi on peut s'attendre ? Alors, d'abord, pourquoi s'exprimerait-il ? Il s'exprime d'abord parce que, actuellement, ce qui a eu lieu aujourd'hui laisse quand même entendre que Trump a basculé. C'est une hypothèse que Poutine ne peut pas négliger. Donc s'il veut s'il veut neutraliser finalement Trump dans toutes ses actions au service de l'Ukraine, il faut qu'il intervienne ce soir pour préciser sa pensée, d'une manière ou d'une autre. Parce que je pense que ce soir, on aura quand même des paroles qui seront aimables. Il remerciera peut-être pas forcément Donald Trump, mais il y aura sans doute des paroles aimables, d'une manière ou d'une autre, pour dire oui, je veux la paix, je suis prêt à négocier. Bon voilà, donc déjà remettre Trump dans le jeu russe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, on ne peut pas exclure une forme de cessez-le-feu. Pourquoi pas ? Je trouve que c'est extrême, je ne suis pas sûr du tout, mais c'est une hypothèse qui pourrait peut-être rentrer, parce qu'il y a quand même une planche, un bras qui est tendu, c'est-à-dire... Mais l'une des lignes rouges, c'est la livraison d'armes à l'Ukraine. Or, quand on écoute à la conférence de presse, ils le disent tous, il faut continuer à alimenter, à aider les Ukrainiens. Alors, c'est en deux temps. D'abord, en termes de représailles, en quelque sorte, si Poutine n'acceptait pas la trêve. C'est-à-dire qu'on continuera à armer l'armée ukrainienne et à subvenir à ses besoins. Et après, effectivement, faire de l'armée ukrainienne la première ligne de défense de l'Ukraine et donc de l'Europe. Donc c'est en deux temps. Il y a le temps de la guerre et le temps de la mort des négociations et les garanties finales de sécurité. N'oublions pas que la France, sa position là-dessus, c'est très clair. La première garantie de sécurité, c'est d'avoir une armée ukrainienne capable de se battre, robuste, équipée. C'est ce qui a été dit d'ailleurs depuis tout à l'heure, même si ça n'a pas été dit comme ça. Voilà. C'est ça qui est essentiel. Alors maintenant, je rappelle aussi d'ailleurs que les Russes ont dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas question que des forces européennes viennent en Ukraine. Quand je vois toutes les lignes rouges qu'il y a, je dirais que je ne sais pas ce que va dire Poutine ce soir. Il peut effectivement saisir l'opportunité, mais je ne pense pas qu'il va saisir celle-là. Je pense surtout qu'il est dans une situation où il a la main, pour l'instant, il a l'avantage sur le terrain. Et je répéterai la question. Quels sont les moyens de pression de ces 4 États sur la Russie ? Je veux bien croire que Trump est derrière, donc on va voir ce que fait Trump. Je dis, moi j'attends le tweet de demain matin, je maintiens. Et puis, une fois qu'il y a ça, et qu'est-ce qu'ont fait les autres États ? N'oublions pas tous ces États qui ont dit oui, force de réassurance pour l'Ukraine. Non, pas moi, y compris la Pologne. Donc on n'a plus que la France et l'Angleterre, ce qui ne fait pas beaucoup d'hommes pour 1200 km de front. Voilà, donc il y a encore beaucoup de questions. Mais je crois qu'on est dans une phase intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de petits pas qui ont été faits. Alors, ils ne sont pas forcément conclusifs, mais ce sont des petits pas qui permettent finalement de dire oui, il y a commence à avoir quelques petites ouvertures. Ou des ouvertures qu'on peut utiliser, mais néanmoins pour conclure et laisser la parole aux autres, on ne pourra pas leur donner la parole malheureusement pourtant j'ai avant fait un la effort, pub. mais que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une forme d'ultimatum, et ça je crains que quand même que Poutine ne l'apprécie pas.